j'ai fait l'effort sympathique de tourner un peu dans les ateliers, donc j'ai entendu entendu comment les choses se passaient. Et finalement, je voudrais commencer comme ça. J'ai trouvé qu'elles se passaient vraiment très bien, pour une raison un peu paradoxale, qui est la suivante, c'est qu'on a très peu parlé des RPS. Et ça ne peut que me satisfaire beaucoup, parce que vous savez bien que depuis de nombreuses années, vous savez ou vous ne savez pas, enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais le rappeler, depuis des nombreuses années, depuis qu'on a essayé de désigner ainsi le problème, je me suis littéralement insurgé contre cette désignation. Le livre Le travail à cœur, que j'ai rédigé en 2010, avait comme sous-titre « Pour en finir avec les risques psychosociaux ». Évidemment, beaucoup de monde l'a lu comme au premier degré, en finir avec les risques psychosociaux qui nous réunissent aujourd'hui. Dans mon esprit, c'était en finir avec la catégorie de risques psychosociaux. Et donc, quand je vois le cheminement d'une après-midi comme celle-là, la direction qu'elle prend, et ce n'est pas le seul endroit, la manière dont le travail commence à se faire en profondeur et où on commence à aborder les vrais problèmes, je suis assez satisfait de voir que ça chemine et que cette expression n'a pas fait obstacle au cheminement de la question, et franchement, je m'en félicite. Avec un bémol, qui est que le fait de moins parler des risques psychosociaux au sens dominant du terme ne doit pas nous amener à parler moins des questions de santé. Et au contraire, à en parler plus. Mon idée est assez simple, elle commence à être répandue, c'est que pour arriver à parler santé, si on veut vraiment maintenir le sigle RPS, on peut le faire. Il suffit de dire que RPS, ça veut dire ressources psychologiques et sociales des salariés. Et si on prend le problème comme ça, alors on peut dire qu'au fond, il faut développer les RPS. Et moi, j'ai toujours été partisan de développer les RPS, développer les ressources psychologiques et sociales des salariés pour faire face aux situations de travail réelles. Voilà. Et cet après-midi, j'ai trouvé dans les ateliers ou partout où j'ai tourné qu'on s'efforçait de justement développer les ressources. C'est-à-dire on se posait le problème de comment on peut développer les capacités d'agir des salariés au sens large, et y compris des directions. Et que c'était ça le problème, quoi. Et si c'est ça le problème, c'est un bon problème. Celui-là, il est un bon problème, et comme vous l'avez vu, il est compliqué. C'est plus compliqué de faire ça que de faire passer des questionnaires. J'ai rien contre les questionnaires, et mon collègue William Dab, qui est dans la salle, il sait très bien, parce qu'on en discute souvent, on a même fait un séminaire en commun, à quel point les deux démarches ne sont pas incompatibles. Mais ce n'est pas la même chose. Ça peut s'épauler. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a commencé par des questionnaires, et ensuite on est passé à des interventions pour développer les ressources. Voilà. Mais j'ai toujours été sceptique sur l'idée qu'un questionnaire fournissait l'interprétation de la situation au-delà d'une ressource pour interpréter la situation, et voilà. Bon. On avance, c'est ça que je veux dire, j'ai l'impression qu'on avance. Alors, pourquoi la question de la santé est extrêmement importante? Parce que quand on aborde le problème par le biais des ressources, évidemment, c'est central pour la santé, quoi, parce que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, j'y reviendrai. La santé, c'est une capacité d'agir. Donc, se poser le problème du développement des capacités d'agir, c'est se poser le problème de la santé. Je dis ça pour mes collègues, et ils sont mes collègues médecins, ou les collègues de services de santé au travail, qui évidemment ont le souci que la santé ne passe pas à la trappe dès lors qu'on pose le problème autrement, en termes de ressources, de développement, du travail d'organisation, et je vais y venir. Ils ont le souci que la santé ne passe pas à la trappe, et ils ont vraiment raison, quoi. Donc je voudrais dire que j'ai trouvé bien ce qui se passait, vous allez voir que je vais aller encore dans ce sens-là, et ça ne nous éloigne pas des questions de santé, ça nous en rapproche. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, la thèse que je défends est simple. Je pense qu'elle est assez proche de celle qui petit à petit se développe un peu partout, parce que le réel avance, et le débat avance aussi sur ces questions. Elle est assez simple, c'est que
C'est à partir du moment où on ne peut plus prendre son travail à cœur, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, c'est à partir du moment où on ne peut plus prendre son travail à cœur que les risques sur la santé psychique et mentale augmentent. Surtout lorsque c'est systématique, quoi. Qu'on ne puisse pas toujours prendre son travail à cœur, c'est pas très grave, parce qu'on n'est pas des héros, et que de temps en temps on ne prenne pas son travail à cœur, ça peut même reposer. Mais si on ne peut plus jamais prendre son travail à cœur, jamais, ça c'est extrêmement dangereux, parce qu'on se raconte l'histoire que c'est pas grave, que la vraie vie est ailleurs, que... mais quand même, ne pas se reconnaître dans son travail, que son travail ne soit plus défendable à ses propres yeux, qu'on n'en tire plus aucune fierté. Autrement dit, que le travail qu'on fait soit ni fait ni à faire et qu'on ne puisse plus finalement parler au moins de temps en temps, pas toujours, parce que la vie est quand même faite d'autre chose que du travail, mais qu'on ne puisse pas au moins de temps en temps avec sa famille, ses enfants, son conjoint ou sa conjointe à table le soir parler de ce qu'on fait avec un peu de lumière dans les yeux. Et ça, si ça s'impose comme un rite familial, c'est dangereux pour la santé. Voilà, vous voyez, c'est des choses simples, hein, mais c'est un bon critère, quoi. Pouvoir parler de temps en temps, avec les yeux qui pétillent, de ce qu'on fait ou de ce qu'on a réussi à faire. Si on ne peut plus faire ça, jamais, attention, danger. Donc, toutes les énergies, de mon point de vue, ça se discute, bien sûr, doivent être tournées vers ça. Au premier degré, hein, en finir avec les risques psychosociaux qui nous réunissent aujourd'hui. Dans mon esprit, c'était en finir avec la catégorie de risques psychosociaux. Et donc, quand je vois le cheminement d'une après-midi comme celle-là, la direction qu'elle prend, et ce n'est pas le seul endroit, la manière dont le travail commence à se faire en profondeur et où on commence à aborder les vrais problèmes, je suis assez satisfait de voir que ça chemine et que cette expression n'a pas fait obstacle au cheminement de la question, et franchement, je m'en félicite. Avec un bémol, qui est que le fait de moins parler des risques psychosociaux au sens dominant du terme ne doit pas nous amener à parler moins des questions de santé. Mais au contraire, à en parler plus. Mon idée est assez simple, elle commence à être répandue, c'est que pour arriver à parler santé, si on veut vraiment maintenir le sigle RPS, on peut le faire. Il suffit de dire que RPS, ça veut dire ressources psychologiques et sociales des salariés. Et si on prend le problème comme ça, alors on peut dire qu'au fond, il faut développer les RPS. Et moi, j'ai toujours été partisan de développer les RPS, développer les ressources psychologiques et sociales des salariés pour faire face aux situations de travail réelles. Voilà. Et cet après-midi, j'ai trouvé dans les ateliers ou partout où j'ai tourné qu'on s'est forcé de justement développer les ressources. C'est-à-dire on se posait le problème de comment on peut développer les capacités d'agir des salariés au sens large, hein, et y compris des directions. Et que c'était ça le problème, quoi. Et si c'est ça le problème, c'est un bon problème. Celui-là, il est un bon problème, et comme vous l'avez vu, il est compliqué. C'est plus compliqué de faire ça que de faire passer des questionnaires. J'ai rien contre les questionnaires, et mon collègue William Dab, qui est dans la salle, il sait très bien, parce qu'on en discute souvent, on a même fait un séminaire en commun, à quel point les deux démarches ne sont pas incompatibles. Hein, mais ce n'est pas la même chose. Ça peut s'épauler. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a commencé par des questionnaires, et ensuite on est passé à des interventions pour développer les ressources. Voilà. Mais j'ai toujours été sceptique sur l'idée qu'un questionnaire fournissait l'interprétation de la situation au-delà d'une ressource pour interpréter la situation, et voilà. Bon. On avance, c'est ça que je veux dire, j'ai l'impression qu'on avance. Alors, pourquoi la question de la santé est extrêmement importante? Parce que quand on aborde le problème par le biais des ressources, évidemment, c'est central pour la santé, quoi, parce que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, j'y reviendrai. La santé, c'est une capacité d'agir. Donc, se poser le problème du développement des capacités d'agir, c'est se poser le problème de la santé. Je dis ça pour mes collègues, et ils sont mes collègues médecins, ou les collègues de services de santé au travail, qui évidemment ont le souci que la santé ne passe pas à la trappe dès lors qu'on pose le problème autrement, en termes de ressources, de développement,
du travail d'organisation, et je vais y venir. Ils ont le souci que la santé ne passe pas à la trappe, et ils ont vraiment raison, quoi. Donc je voudrais dire que j'ai trouvé bien ce qui se passait, vous allez voir que je vais aller encore dans ce sens-là, et ça ne nous éloigne pas des questions de santé, ça nous en rapproche. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, la thèse que je défends est simple. Je pense qu'elle est assez proche de celle qui petit à petit se développe un peu partout, parce que le réel avance, hein, et le débat avance aussi sur ces questions. Elle est assez simple, c'est que c'est à partir du moment où on ne peut plus prendre son travail à cœur, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, c'est à partir du moment où on ne peut plus prendre son travail à cœur que les risques sur la santé psychique et mentale augmentent. Surtout lorsque c'est systématique, quoi. Qu'on ne puisse pas toujours prendre son travail à cœur, c'est pas très grave, parce qu'on n'est pas des héros, et que de temps en temps on ne prenne pas son travail à cœur, ça peut même reposer. Mais si on ne peut plus jamais prendre son travail à cœur, jamais. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on se raconte l'histoire que c'est pas grave, que la vraie vie est ailleurs, mais quand même, ne pas se reconnaître dans son travail. Que son travail ne soit plus défendable à ses propres yeux, qu'on n'en tire plus aucune fierté. Autrement dit, que le travail qu'on fait soit ni fait ni à faire et qu'on ne puisse plus finalement parler au moins de temps en temps, pas toujours, parce que la vie est quand même faite d'autre chose que du travail, mais qu'on ne puisse pas au moins de temps en temps avec sa famille, ses enfants, son conjoint ou sa conjointe à table le soir parler de ce qu'on fait avec un peu de lumière dans les yeux. Et ça, si ça s'impose comme un rite familial, c'est dangereux pour la santé. Voilà, oui, c'est des choses simples, hein, mais c'est un bon critère, quoi. Pouvoir parler de temps en temps, avec les yeux qui pétillent, de ce qu'on fait ou de ce qu'on a réussi à faire. Si on ne peut plus faire ça, jamais, attention, danger. Donc, toutes les énergies, de mon point de vue, ça se discute bien sûr, doivent être tournées vers ça, hein. Pouvoir prendre son travail à cœur et s'attaquer à cette question-là dans les organisations. Alors, c'est pas facile, hein. Et moi, je le dis souvent, je ne suis pas un naïf social, je commence à vieillir, et l'expérience montre que quand on prend le problème comme ça, c'est-à-dire une sorte d'intransigeance sur le travail bien fait, c'est compliqué à vivre dans les organisations d'aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui c'est difficile, peut-être un peu plus. C'est compliqué. Alors c'est pour montrer que c'est compliqué que je vais partir d'un petit exemple que j'ai déjà utilisé. Certains m'ont déjà entendu, ils vont peut-être dire que je radote un peu, mais c'est... Je cherche et je ne trouve pas mieux comme exemple. C'est ça le problème. Donc je l'ai conservé, hein. Cet exemple, je l'ai pris dans une très grande entreprise qui connaît actuellement beaucoup de soucis. Elle n'est pas la seule, hein. Il y en a beaucoup. C'est une entreprise que William Dab connaît aussi très bien. La Poste. La Poste doit se transformer, c'est incontestable, parce que si elle ne se transforme pas, elle ne survivra pas. Donc, l'idée qu'on pourrait ne pas transformer la Poste aujourd'hui est une idée naïve. Ça n'est une. La question de comment elle se transforme est un vrai problème. Alors, j'ai pris cet exemple-là. Cet exemple, c'est un petit exemple de la vie quotidienne. C'est un dialogue de la vie ordinaire. Mais je le conserve parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de prototype pour réfléchir à nos questions. Alors, je vais vous lire ce petit exemple-là. Cet exemple, ce n'est pas moi du tout qui en ai produit l'analyse, c'est Fabienne Annick, c'est une sociologue, personne n'est parfait. Et cette sociologue, elle a fait un travail remarquable, beaucoup de sociologues font un travail remarquable. Elle a analysé pendant 24 mois la mutation, la transformation du travail dans 2 bureaux de poste de la région parisienne. Elle a publié, d'ailleurs c'est sa thèse, elle a publié un livre qui s'appelle Le sens du travail, beau titre, chronique d'une modernisation annoncée. RS, hein, vous faites de la publicité méritée. Et donc on est dans une situation de formation. C'est un exemple concret. On est dans une situation de formation. Et on forme les guichetiers à l'usage des scripts langagiers, parce que c'est un outil de travail dans les bureaux de poste aujourd'hui qui permettent, au moins selon la direction, ce qui est un point de vue légitime, d'aller plus vite au but et de se protéger d'un certain nombre de difficultés au guichet. Donc, script engagé. Les scripts engagés, vous voyez bien ce que c'est, hein. Le marketing téléphonique vous a habitué à ça. Les opérateurs téléphoniques en particulier, hein.
Voilà. Et donc, on est dans une formation, et la formation, elle est fondée sur des jeux de rôle dans lesquels le formateur et l'animateur des ventes, parce que au niveau de la poste, dans les groupements de bureaux, l'animateur des ventes a un rôle très important, sont chargés d'apprendre au guichetier à utiliser des scripts, ces scripts langagiers. Et donc, je vais vous lire une petite séquence de formation dont Fabienne Annick, que Fabienne Annick a eu la chance de pouvoir enregistrer et sur laquelle on a travaillé d'ailleurs ensemble. J'ai souvent travaillé avec elle là-dessus. Imaginez la situation, il y a 15 guichetières, un formateur, 15 guichetières, des femmes et 2 hommes, un formateur et un animateur des ventes. Et ça commence. Avant une précision, le cahier des charges de la formation prévoit que le guichetier a en face de lui un client bougon et conservateur. Alors bougon, vous l'avez tous été, moi le premier, au bureau de poste le samedi matin quand on s'est cru malin et qu'on a cru que nous, on allait passer à travers les mailles du filet. On a raté son coup, donc on est un peu bougon. Conservateur, vous faites comme vous voulez, vous vous définissez de cette manière-là si vous le souhaitez ou pas, mais en tout cas c'est le cahier des charges de la formation. Le client est bougon et conservateur et donc il faut lui vendre un produit de la poste. Et voilà. Et la scène se déroule. Et on a le décryptage intégral. Sandra, les prénoms ont été changés, attaque le problème en disant, voilà, elle cherche à vendre son produit, elle cherche à faire le boulot, hein, comme on dit. Elle est interrompue par le formateur. Ne dites pas si j'étais vous, ou encore à votre place. Ou même je vous comprends parce que moi, vous n'êtes pas eux, Sandra. Mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux. Le formateur, je suis d'accord. Et vous devez le faire. Mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous deviez vous mettre à leur place. Vous, vous êtes la poste. Alors dites plutôt, la poste vous propose, ou la poste s'engage. Vous devez rechercher ce que la poste peut proposer de mieux. Mais vous savez ce que c'est qu'une formation, il y a des angles morts. Et alors, sur le côté, je me suis vraiment renseigné sur cette situation. Sur le côté, il y a une guichetière qui dit « de mieux pour eux ou de mieux pour la poste ?» Le formateur, c'est pareil. La poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client. Là, Fabienne Annick a noté gloussement, moquerie dans la formation. Et l'animateur reprend. Votre travail, c'est de satisfaire le client, c'est-à-dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. Là, le psychologue que je suis est très heureux parce que, pour une fois, on va avoir accès aux besoins latents, ce qui n'est pas simple. Hein. Identifier ses besoins latents. Par exemple, si un client se présente avec un paquet qu'il a lui-même confectionné, indiquez-lui que la Poste lui propose une gamme de prêts à expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité. Sandra, moi, quand je suis cliente quelque part, j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que ce qu'il me propose, c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même. Et au guichet, quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait. Notez ça, je vais y revenir. Quand les clients arrivent avec un paquet bien fait, bien fermé, je ne vois pas pourquoi, en toute confiance, j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer 3 fois le prix de son acheminement pour acheter un colis poste. Le formateur. Eh bien, c'est une erreur. Laissez-moi aller au bout. Pour avoir confiance, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Ça, notez-le aussi, parce que je vais y revenir. C'est mon deuxième point d'accroche sur ce petit dialogue. Le client a en face de lui un vrai professionnel. Et là, on a une deuxième chance dans ce dialogue. Vraiment, c'est difficile de trouver mieux. C'est qu'on va avoir la définition du vrai professionnel. Et donc, le formateur ajoute. Et le vrai professionnel, c'est un guichetier qui connaît ses produits. Voilà. Le client ne vient pas voir Madame Michu, qui à sa place ferait comme ci ou comme ça, mais Sandra ou Corinne ou Jackie, qui sont des guichetiers professionnels, vous ne devez pas vous mettre à leur place. Une guichetière dans l'autre angle mort. Ça, c'est sûr que si on se mettait à leur place, on ne vendrait pas beaucoup. Le formateur, justement, vous ne vendez pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Voilà. Alors ma conférence est finie. Mais on a prévu de me donner un peu plus de temps, donc je vais quand même essayer d'élargir le propos. Mais vous avez ri, et c'est ce que je cherchais à faire. Dans la situation, c'est 15 guichetières, j'ai vraiment repris le dossier avec Fabienne Annick, il y a un rire aussi après cette phrase-là. Et ce rire-là, le psychologue que je suis, évidemment, donne une interprétation un peu différente du sociologue, c'est normal. Évidemment, ce rire, c'est un double rire, quoi. Hein, il y a un premier rire, c'est un rire de raillerie de la part des guichetières à l'égard de ce formateur, que je n'incrimine pas d'ailleurs, parce que le formateur, il fait un métier très respectable, avec un cahier des charges qu'il n'a pas établi, et peut-être qu'il pense aussi différemment de ce qu'il dit, hein, mais il fait son travail, il essaie de le faire dans des conditions difficiles, quoi, hein. Et ces guichetières, elles rient, il y a un éclat de rire, un peu comme ça. C'est un rire de raillerie à l'égard du formateur, qui est en fait un rire de raillerie à l'égard de la hiérarchie, quoi, hein. C'est le rire de ceux qui pensent, et il y en a beaucoup dans les milieux professionnels, s'ils y étaient, eux, dans la situation, ils verraient bien comment ça se passe. Mais il y a un rire plus compliqué, qui est un rire nerveux, un rire jaune. C'est le rire que nous, on connaît bien, le rire de la psychopathologie du travail, le rire de la dérision sur soi-même, et même le rire de ceux qui savent qu'après la formation, il va falloir y retourner au guichet, et que ce qu'on a appris en formation, non seulement ça ne va pas aider à faire le travail, mais ça va le compliquer, ce qui est très embêtant pour une formation, puisque la formation, c'est normalement une ressource. Donc il y a un rire jaune, qui est le rire nerveux de la psychopathologie du travail, qui est un rire au sens clinique extrêmement intéressant, sur lequel j'appelle toujours mes étudiants à être extrêmement attentifs et respectueux de ce rire-là, parce que c'est un drôle de rire, si vous me permettez l'expression. C'est un drôle de rire. Alors, cette situation, il y a deux manières de l'interpréter. C'est là où je veux en venir. Deux manières. La première manière, elle est un peu vaste, un peu, j'allais dire, un peu discutable à tous les sens du terme, même au bon. Hein. Elle est souvent, la première interprétation, elle est souvent privilégiée dans nos milieux de l'analyse du travail, dans les recherches sur le travail, chez les chercheurs de manière générale. Elle est privilégiée. Ça consiste à dire, ce qui ne va pas là-dedans, c'est qu'au fond, le métier de ces guichetiers est attaqué par la mondialisation de la poste, la marchandisation. Le contrat symbolique est rompu, ils ne sont pas venus à la poste pour faire de la vente, maintenant ils font de la vente, le métier est attaqué, donc, vous voyez la causalité directe. Donc la santé au travail est en danger. Et là, vous avez une interprétation de la situation un peu vaste, qu'on peut partager, hein, ou qu'on peut ne pas partager, mais un peu vaste, qui associe mondialisation, financiarisation, crise du travail, santé au travail, et voilà. Et puis là, vous pouvez donc dénoncer les choix stratégiques de la Poste. On peut faire ça, hein. Je ne suis pas venu pour discuter de ça, je suis venu pour vous dire que mon interprétation est un peu différente. Il faut être plus attentif, je pense, à la situation. Mon interprétation, c'est que si on regarde de près, lorsque le formateur dit le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits, il vient de faire un pas décisif dans la simplification du travail réel des guichetiers. Il a bien sûr pas tort, hein, parce que le guichetier qui ne connaît pas ses produits risque d'être très très embêté au guichet. Mais dire que le vrai professionnel, c'est celui-là, là, c'est un pas, justement, qu'à mon avis, qui est franchi beaucoup trop vite. Pourquoi? Je vais vous donner juste un petit exemple. Il y a beaucoup d'études sur les bureaux de poste. Parmi elles, on commence à connaître une situation qui est assez, elle aussi, amusante, mais très, très instructive. Le 24 ou le 25 du mois, en général le 25, viennent dans les bureaux de poste en banlieue parisienne, pas partout, mais dans beaucoup de bureaux de poste, des gens âgés, on peut même les appeler des vieux, c'est pas grave. Ils savent que la pension n'est pas là, mais ils ont mis le réveil, ils se sont habillés, et ils ont décidé que le 25, la pension était là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va leur faire un but dans la journée, ils vont au bureau de poste, peut-être qu'ils vont avoir quelques chances d'étrier le guichetier, de remporter des victoires un peu factices, mais quand même c'est une victoire. Hein. En tout cas, avoir été vu, cesser d'être invisible, être passé par le bureau de poste,
avoir mené une bataille, l'avoir peut-être perdu, mais peut-être aussi l'avoir gagné. En tout cas, voilà, le 25, ils sont au bureau. Et la pension n'y est pas. Et donc, ils veulent rentrer dans la file, quoi. Là, vous avez plusieurs écoles dans les bureaux de poste. Et c'est des écoles, hein, au sens fort. Vous avez ceux qui dédient des guichetiers pour les bloquer à l'entrée. Surtout si les bureaux de poste sont vitrés, on les voit venir. Et donc, on va leur expliquer que c'est le 25, la pension c'est le 26, c'est pas la peine de venir, vous savez bien, ça va compliquer. Voilà, donc ça, c'est une partie du métier. Vous conviendrez qu'on est loin du produit, au sens strict. Et puis, vous avez l'autre école qui consiste à les laisser venir dans la file, parce qu'on considère que gérer ça dans la file, ça fait partie du travail d'un guichetier, et que triompher de ça pour un guichetier, ben, c'est une preuve d'expertise professionnelle. On est très loin du produit, mais on est très près de l'expertise. Du coup, ça me permet de vous donner ma définition de l'expertise. Elle n'est pas très académique, mais je pourrais faire des discours académiques, hein, je vous rassure. La définition de l'expertise que je vous donne, c'est le professionnel qui est capable de dire « ça dépend ». Non pas qu'il dise « ça dépend » parce qu'il était un ignorant, mais il dit « ça dépend » parce qu'il a fait le tour de la question. Et ça, c'est vrai dans le nucléaire, dans les bureaux de poste, dans l'enseignement, dans les hôpitaux et partout, et même chez les profs d'université. Alors, si jamais vous rencontrez des universitaires qui ne peuvent pas dire « ça dépend », méfiez-vous. Donc, la situation que je décris là, je vais du coup vous donner ma définition du risque psychosocial majeur dans lequel nous sommes. Celui-là, c'est un risque psychosocial majeur. Eh bien, c'est celui que vivent ces opératrices-là dans cette situation. Hein. Le risque psychosocial majeur, c'est le déni du conflit de critères sur la qualité du travail. Parce que pour les guichetières, être capable de bien gérer quelqu'un qui n'est pas à sa place dans une file, c'est très très important. Être capable de bloquer à l'entrée des gens qui vont perturber la file et qui vont électriser le bureau de poste, parce que l'une des compétences des guichetiers dans les bureaux de poste, c'est que le bureau de poste ne s'emballe pas. Parce qu'un bureau de poste, c'est électrique par définition. C'est une centrale électrique, un bureau de poste. Voilà. C'est très électrique. Et bien, être capable de gérer ça, c'est une vraie expertise, et ça ne consiste pas simplement à connaître ses produits. Déni du conflit. Déni du conflit, attention. Alors là, je vais être précis, parce que c'est évidemment très très important, cette affaire. Je suis un adepte du conflit. Pas du conflit entre personnes, et même pas du conflit social, mais du conflit de critères sur la qualité du travail. Pas pareil, les conflits de critères et les conflits de personnes. C'est pas pareil, un conflit de critères et un conflit social. Mais les conflits de critères sont déniés massivement dans les organisations. Par exemple, je pousse l'analyse. La guichetière dit un travail bien fait. Elle ne dit pas d'ailleurs, c'est moi qui le dis. Elle dit un paquet bien fait. Alors, et la différence entre un clinicien du travail, que je suis, un psychologue, un sociologue, c'est ça. Et c'est quoi un paquet bien fait? Alors, si vous poussez l'analyse du paquet bien fait à la poste, vous avez une sorte de jeu d'éventail de critères extrêmement variable. D'abord, un paquet bien fait, ça peut être le colis préparé par la poste, celui qu'on vend, pourquoi pas. Dans les circonstances où quelqu'un vient avec un paquet qui ne peut pas tenir la route, si vous me permettez l'expression, c'est très important que l'expertise du guichetier consiste, au fond, à lui dire « vous allez défaire votre paquet et vous allez prendre celui-là, parce que votre affaire ne va pas faire ». Mais c'est aussi le guichetier qui est capable de dire finalement, compte tenu, jeu de critères, vous voyez le mouvement des critères, compte tenu du poids du paquet, compte tenu du trajet que le paquet va faire, compte tenu que ce client-là, et là on n'est pas seulement dans le produit, on est dans la relation de service, compte tenu que ce client-là, il est déjà venu, que je la connais bien, cette vieille personne qui vient tous les fins de mois envoyer un colis à ses petits-enfants, et qu'en gros c'est toujours la même chose, et qu'on n'a jamais eu de souci, on va faire comme d'habitude. Ça c'est un paquet bien fait, et pourtant ce n'est pas le paquet de la poste. Et je ne suis pas en train de vous dire que le paquet jaune de la poste qui est sur les présentoirs ne doit pas être mobilisé par le facteur. Donc, bien connaître ses produits, ce n'est pas simplement vendre le produit qui est prévu par la poste. Le paquet bien fait, c'est aussi bien connaître ses produits. Donc, il y a des conflits de critères qui sont normaux. C'est là-dessus que je veux insister. Ils sont normaux. Pour les siècles des siècles, je le dis parce que je le pense, on peut toujours en discuter, pour les siècles des siècles, ceux qui dirigent
et ceux qui sont en première ligne au front ne peuvent pas avoir des critères de qualité du travail qui se superposent. C'est pas vrai, c'est une naïveté sociale. Aucune société n'éliminera ce conflit de critères sur la qualité du travail. Je dis bien dit conflit de critères, hein, pas conflit de personnes, hein, et pas conflit social. Aucune société ne peut éliminer ça. Et le risque psychosocial de la période, le risque principal, celui-là, il est bien réel. Celui-là, ce n'est pas une ressource, hein. C'est un RPS au sens classique. Le risque principal de la période, c'est le déni du conflit sur les critères de qualité du travail. On fait comme si il n'y avait pas ce conflit-là. Vous savez, les enfants, quand on les regarde, les psychologues l'ont fait beaucoup, il y a un âge où ils utilisent le conditionnel pour devenir grand. On dirait qu'on fait comme ça. Tu serais la marchande et je serais la cliente. Là, c'est le conditionnel. Pour les enfants, c'est très bon. Mais dans le monde professionnel, lorsqu'on est un formateur, mais ce n'est pas le problème du formateur, là, vous le voyez bien. Dans le monde professionnel, quand on commence à dire, on dirait que le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits, un point c'est tout. Quand on a commencé à faire ça, on s'est installé dans le déni du conflit sur les critères de qualité du travail, et c'est très 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 mauvais pour la santé, mentale et physique en même temps. Donc vous voyez, j'avance doucement vers la fin, parce que tout est dit. Le problème, c'est celui-là. S'installer tranquillement dans l'idée qu'il existe des conflits de critères sur la qualité du travail, et que donc ça se discute. Ça se discute. Si on ne part pas de cette approche-là, on peut avoir, par exemple, des politiques de communication qui expliquent à ceux qui sont en première ligne que le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits. On peut multiplier les formations. Il n'empêche que lui, dans la situation, ou elle, dans la situation, gardera sur l'estomac ce qu'on peut appeler une activité rentrée, une activité empêchée, une activité contrariée. Ce qui est le mécanisme central, on le sait, de la psychopathologie du travail lorsque ça dure. Lorsque ça dure. Une activité rentrée, ce n'est pas forcément grave un court moment, hein, mais lorsque c'est installé, ça devient grave. Face à ça, dans la situation que je décris, il y a deux voies possibles d'organisation. La première voie, parce que c'est compliqué, les services. Vous voyez bien, la Poste, je ne l'ai pas choisi pour rien, c'est parce que c'est du service. Au plus vous allez vers le service, plus vous vous éloignez de l'industrie, bien que ça soit vrai aussi dans l'industrie, au plus les conflits de critères sur la qualité du travail sont dans l'objet qu'on travaille, puisque l'objet qu'on travaille, c'est un sujet, ou des sujets. Là, c'est par définition conflictuel, du côté du réel. Le réel ramène le conflit de critères en permanence. À la fois sauver la Poste en vendant, et c'est très utile, et en même temps rendre un service qui n'est pas forcément simplement de vendre le produit qui a été prévu. Il y a des dilemmes. Sandrine Caroli, dans sa thèse, elle a appelé ça des antinomies professionnelles. C'est des dilemmes. On ne peut pas les supprimer, on peut les enrichir. On peut les enrichir. Et alors là, il y a deux voies. Et au plus on va aller vers les services, au plus la question va se poser. La première voie, c'est le script. C'est le script, la procédure. Comme c'est compliqué, en gros, les directions et l'organisation, elle peut penser que c'est compliqué, donc il faut aider les gens à simplifier le réel. Dans mon vocabulaire, je dirais, il faut aider les gens à pasteuriser le réel. Et le script, ça sert à ça. Voilà. Le réel est compliqué. Avec un script, vous allez droit au but, et avec ça, vous n'avez pas de souci. Première définition. Là, vous avez un outillage de l'organisation, un équipement des professionnels au script. Deuxième voie. Et évidemment, elles ne sont pas d'ailleurs, on ne va pas voter entre les deux. Franchement, ce serait inutile. Mais en tout cas, la deuxième voie, il ne faut pas la refouler. La deuxième voie, c'est de dire, au plus c'est compliqué le réel, au plus il y a de conflits de critères dans l'objet qu'on travaille, au plus on a besoin de travail collectif. Donc le deuxième instrument de travail qu'on peut privilégier dans les organisations, c'est le collectif de travail. Pour faire quoi ? Le collectif de travail, pas pour se rassurer à bon compte, pour être tous d'accord, tous unis, par exemple, contre la direction. Je dis ça au hasard. Non, le collectif de travail pour arriver ensemble à débrouiller les nœuds du réel, c'est-à-dire à dépasteuriser et à essayer finalement d'enrichir les dilemmes pour développer le métier, hein, développer les ressources professionnelles.
Et alors là, on a un collectif, j'allais dire, de deuxième génération. Pas le vieux collectif homogène, celui qui rassemble et qui protège comme un bouclier, et dans lequel, finalement, il faut être tous d'accord. Non, le collectif de deuxième génération, celui que j'évoque là, c'est le collectif de la controverse et de la dispute professionnelle. Pas de la querelle, hein. La dispute professionnelle sur le travail bien fait. Pouvoir permettre, et je vais même aller un peu plus loin, et là c'est la fonction de l'encadrement aussi, pouvoir permettre et même inciter, et même conseiller aux professionnels de premier niveau, ceux qui sont confrontés à ce réel indigeste, là, leur conseiller et les inciter finalement à travailler ensemble, à chercher les désaccords qu'ils ont sur la qualité du travail. Chercher les désaccords. Pourquoi c'est important de chercher les désaccords? Parce que si on cherche les désaccords, ça permet de faire des diagnostics. La recherche du désaccord qu'on a entre collègues de travail sur la qualité du travail, c'est-à-dire la recherche du conflit de critères que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un outil de diagnostic. Donc le collectif, ce n'est pas un but. Hein. Moi, dans la vie, j'arrive à vivre autrement qu'un collectif. Vous aussi, j'espère. Mais au travail, c'est un moyen extrêmement important de faire des diagnostics sur le réel. Et si le collectif il est homogène, s'il n'y a pas de désaccord, alors c'est un outil sans tranchant. Donc, ma définition du collectif, qui est loin de l'académisme là aussi, mais que je pourrais justifier au plan académique, c'est la suivante. Il y a un collectif, si et seulement si, ça c'est académique, si et seulement si, je peux dire à mon collègue de travail, je peux encore lui dire, ça c'est pas du boulot. Quand je ne peux plus dire ça à mon collègue de travail, car d'une certaine manière, le genre convenu, le discours convenu de la situation m'interdit, pour une raison ou pour l'autre, de dire ça à mon collègue de travail, alors, de mon point de vue, vous voyez que c'est assez radical, il n'y a pas de collectif. Lorsque je ne peux plus dire ça à mon collègue de travail, il n'y a pas de collectif, il y a peut-être une collection. Ça, des collections en milieu professionnel aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. On peut même s'entendre sur le fait qu'on parle de tout au travail, sauf du travail. Ça fait des collections, ça ne fait pas des collectifs. Et le collectif, c'est celui qui est capable de supporter la dispute professionnelle sur le travail bien fait. Si on ne peut plus discuter de ça, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, de manière un peu plus académique, j'appelle ça le professionnalisme délibéré. C'est-à-dire, c'est de ça que nous souffrons beaucoup. La baisse. C'est pourquoi la question de la santé et la question de la performance et de la compétitivité sont reliées. La baisse du professionnalisme. Je pense que c'est un des problèmes majeurs du travail en France, la baisse du professionnalisme. Mais le professionnalisme, ce n'est pas l'alignement sur la performance conçue par un seul. Le professionnalisme délibéré que j'évoque là, c'est le professionnalisme capable de supporter les conflits sur les critères de qualité du travail. Et pas seulement les conflits à l'intérieur du collectif, je ne développe pas, mais évidemment c'est très important. Dans le collectif, si on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas supporter ce qui est absolument devenu indispensable, c'est le dialogue avec une direction qui elle-même peut faire valoir légitimement un certain nombre de critères qui ne sont pas les nôtres, si je parle du point de vue du collectif. Et donc, voyez, le professionnalisme délibéré que je suis en train d'évoquer a marche sur deux jambes. Premièrement, des collectifs qui soient incités à la controverse professionnelle pour faire les bons diagnostics, et deuxièmement, des collectifs capables de soutenir le dialogue et le professionnalisme délibéré avec des directions qui peuvent faire valoir et qui doivent faire valoir la légitimité de leurs critères pour passer des compromis dynamiques sur la performance. Donc, au passage, pour moi, je le dis assez clairement, ça se discute aussi, santé et performance sont absolument liés. Il ne peut pas y avoir des institutions de la performance, où on discute finance, et il ne peut pas y avoir de l'autre côté des institutions où on discute santé pour réparer les dégâts des institutions de la performance. Hein, cette diarchie est dangereuse pour la santé et pour l'efficacité des organisations. C'est le conflit institué sur les critères de qualité de la performance qui est source de santé. Alors, évidemment, là, les psychologues parfois réchinent en disant « oui, mais l'efficacité, c'est le contraire de la santé ». Pas du tout, pas du tout. Tout le monde a fait cette expérience. C'est quand on ne se sent pas efficace qu'on va mal, quoi. Alors après, si vous me dites « il ne faut pas confondre efficacité, rentabilité, compétitivité », je suis d'accord. Mais justement, pour ne pas confondre, il faut des institutions dans lesquelles on peut se confronter là-dessus. Le système de relations professionnelles à la française, William Dam l'a très bien parlé tout à l'heure,
il marche à la défiance, parce qu'on tourne le dos à ce conflit institué, et donc on a un vrai problème politique, au bon sens du terme, hein, de réforme de l'entreprise pour que ça soit possible. Voilà. Je termine, vraiment. Si ça, c'est pas possible, et dans beaucoup d'endroits, c'est pas possible, voilà le problème. Eh bien, on a le développement, surtout en France, où on a le goût du conflit, vieille histoire sociale, on a le goût du conflit. Et, je dis souvent à des dirigeants d'entreprise que je fréquente régulièrement, ça va être difficile de se refaire. On a le goût du conflit. La seule solution, c'est de changer les objets de conflit. Je dirais même la seule solution, c'est de développer, d'enrichir la nature des conflits, de passer des conflits classiques qui empoisonnent la vie des organisations, vous savez bien, à des conflits dont l'objet soit les critères de qualité du travail. Ça vaut le conflit. Vraiment, ça vaut le conflit. Et souvent, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas ce conflit qu'on a tous les autres. S'il n'y a pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'installation tranquille dans la controverse et la dispute professionnelle pour quelque chose qui est plus grand que nous, qui mérite plus que les intérêts que nous avons les uns et les autres, qui sont d'ailleurs aussi légitimes pour nos petites personnes. La qualité des produits, faire que sur le marché on ait des médicaments qui ne soient pas toxiques, faire que sur le marché on puisse mettre dans nos assiettes quelque chose qui ne nous rende pas malades. Vous avez vu tous ces scandales sanitaires, enfin, il y a un vrai problème de qualité, de professionnalisme délibéré. Si on n'a pas ça, et ça va loin, hein, c'est des problèmes qui relient santé au travail, santé publique. Si on n'a pas ça, alors on a la masse des activités contrariées. Et je terminerai par là, ce sera ma conclusion. On a l'écrasement d'une fatigue par l'autre. C'est ma conclusion. Parce que pour moi, il y a deux fatigues. Deux fatigues. Vous voyez, je parle de fatigue, je ne parle pas de stress, ça on se comprend bien. On pourrait parler du stress, je pourrais en parler longtemps. On pourrait vous faire un petit séminaire avec William Dab sur cette affaire-là. Il y a deux fatigues. La première fatigue, je la souhaite à tout le monde, vraiment, parce qu'elle est fondamentale pour la santé. Contrairement à ce que parfois on voit, hein, la santé serait protégée parce qu'on fait moins d'efforts, mais ce n'est pas vrai du tout. La bonne fatigue que je souhaite à tout le monde, c'est la fatigue qu'on fait pour un objectif qu'on s'est fixé ou qu'on nous a fixé, qu'on atteint, pour le résultat qu'on a atteint et auquel on retourne parce que justement on a fait l'expérience de son efficacité. Le but qu'on s'est fixé et qu'on a atteint, dans lequel on se reconnaît et qui est défendable à ses propres yeux. Cette fatigue-là, je la souhaite à tout le monde. Cette fatigue-là, alors on s'en repose bien, hein. On dort bien avec, que ça soit physique ou mental. Et puis il y a une deuxième fatigue qui malheureusement est en train de subvertir la première. C'est la fatigue de tous les efforts qui ne vont pas au but. Les efforts impuissants, si vous me permettez l'expression. Toutes ces activités qui ruinent la santé, non pas parce qu'on fait beaucoup, mais parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire. La fatigue du travail ni fait ni à faire. La fatigue du travail qu'on a fait et qu'il faudra refaire. Toutes ces activités qu'on garde sur l'estomac, enquistées, nécrosées, qu'on ramène à la maison. Autrement dit, une drôle de fatigue, je suis d'accord, la fatigue du travail qui n'est pas fait. Alors ça, c'est une drôle de fatigue que les psychologues d'aujourd'hui, moi, depuis 20 ans, je me bats sur cette idée. Là, il y a une fatigue tout à fait spécifique qui ruine la santé physique et psychique. Hein, pas l'activité réalisée, l'activité non réalisée, l'activité impossible. Ce qu'on voudrait faire et qu'on ne peut jamais faire. Ce qui réveille la nuit, alors ça c'est une drôle de fatigue, c'est la fatigue qui réveille la nuit. Ou qui empêche de se rendormir quand on s'est réveillé. Quoi, hein, et on commence à mouliner, à ruminer. Il aurait fallu faire ça, il faudra faire ça, mais on sait qu'on ne pourra pas le faire pour des raisons diverses. Quoi. Donc la fatigue de tout ce qui n'est pas fait. Et qu'on garde sur l'estomac l'activité empêchée, l'activité avortée. C'est ruineux pour la santé. Et voilà, cette deuxième fatigue-là, on ne peut pas s'en sortir simplement en étant écouté par un psychologue. Je le dis avec
beaucoup de tranquillité, parce que vous imaginez bien que les psychologues du travail que nous formons au CNAM, ils pourraient d'ailleurs trouver beaucoup d'emplois à écouter la plainte des sujets qui se plaignent de ce travail rentré qu'ils gardent sur l'estomac. Mais là, il y a une autre psychologie du travail possible, qui consiste au fond à intervenir dans les organisations pour lutter, parce que c'est une lutte, parce que c'est compliqué, contre ce déni du conflit sur les critères du travail bien fait et faire retrouver le plaisir du travail bien fait et du professionnalisme délibéré et controversé. Voilà, merci.